Merci à Francia de nous accueillir, puis merci à Éléonore Philippot et à la société Stellantis d'accepter de témoigner. Voilà, l'IA, ce sont des technologies nouvelles, voilà, et donc quand il y a un test qui réussit, c'est toujours intéressant de le partager à d'autres industries pour vous inspirer et puis pour peut-être déclencher le souhait d'automatiser votre contrôle de qualité visuelle. Là, la présentation, elle est focalisée sur la détection automatique de défauts, en l'occurrence sur des pièces mécaniques dans l'industrie manufacturière. On est une start-up française, on est basé à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné. La technologie est passée par l'INRIA Startup Studio, c'était en 2021. Et donc, c'est une IA, c'est un logiciel qui fait du contrôle de qualité visuelle, essentiellement focalisé sur les secteurs automobiles et aéro. Donc, ce sont des pièces mécaniques en verre, en plastique, en métal et des pièces assemblées aussi. Et on est focalisé d'un point de vue stratégie commerciale, on est uniquement sur France, Allemagne et États-Unis. Suite aux nombreux tests, donc la société existe depuis près de 4 ans, aux nombreux tests qu'on a fait avec Stellantis et avec d'autres industriels, on a remarqué qu'on avait les meilleures capacités de détection aujourd'hui, la meilleure capacité de détection de défauts de l'industrie, en particulier sur des défauts complexes, des images avec du bruit, avec beaucoup de reflets de lumière, avec des nuances de gris assez faibles, des défauts très petits, voilà, ce genre de choses. En termes d'offres, nous, on est un fournisseur de logiciels, on est un éditeur de logiciels. Et donc, on est là pour développer et commercialiser un logiciel qui est utilisé par les industriels manufacturiers. Et c'est le même logiciel pour tout le monde, que vous analysiez des pièces microscopiques ou des très grosses pièces en verre, en métal, etc. C'est le même logiciel avec les mêmes fonctionnalités, la même interface utilisateur. Et notre philosophie, c'est d'amener l'IA pour qu'elle soit disponible pour tous. Comme l'électricité, il y a 140 ans, au début, c'était un petit peu nouveau et compliqué, mais en fait, tout le monde utilise l'électricité à partir de l'âge de 4 ou 5 ans. L'IA, ça doit être pareil. Ça doit être une IA utilisable par tous, sans connaissance en IA, et, euh, et utilisable par les gens sur le terrain, les gens du métier, comme on dit. La plateforme qui est livrée, c'est une plateforme sans modèle d'IA. Les modèles sont créés localement, donc vous avez vos propres modèles en tant qu'industriel. Ce pas des modèles qui vont servir à quelqu'un d'autre. Le modèle est créé sur place, sur votre PC, dans votre site, sans aucune connexion avec l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le 100% on-premise, hein, donc il n'y a aucune connectivité cloud, ni pour l'inférence, ni pour l'apprentissage. Et donc, on est là pour rendre nos clients autonomes. Ils vont piloter leur IA, ils vont modifier leurs critères de qualité par eux-mêmes. La taille des défauts, voilà, quelque chose que leurs propres clients acceptaient comme une anomalie acceptable n'est plus acceptable à partir d'un certain moment. Donc, il faut changer les critères sur l'IA d'IPOC pour ne plus laisser passer ces produits, ou l'inverse. Voilà, donc on s'attache à rendre nos clients autonomes. En termes de technologie, bah, c'est une technologie propre, hein, c'est pas une agrégation d'open source. On est dans la famille des IA frugales. Donc, les IA frugales, c'est des IA qui vont devoir faire aussi bien, voire mieux que les autres, mais avec beaucoup moins de données. Donc les autres, c'est le deep learning, qui va nécessiter des milliers d'images. Nous, on va entraîner avec une cinquantaine d'images. Et on n'entraîne qu'avec des images OK, parce que votre métier, c'est pas de fabriquer des produits avec des défauts, c'est de fabriquer des produits bons. Alors en deep learning, si vous devez sélectionner une centaine d'images pour chaque type de défaut, que vous avez une trentaine de défauts possibles, on se retrouve avec 3000 images, donc il faut fabriquer 3000 produits avec des défauts, dont certains sont rares. Donc ça, c'est pas possible. Donc le deep learning en contrôle de qualité visuelle, ça fonctionne pas dans l'industrie, c'est clair. Nous, on est une IA frugale, on n'entraîne qu'avec des bonnes images et une très petite quantité de bonnes images. Voilà. Donc c'est une IA unique, c'est la nôtre. Elle est brevetée. Et le démarrage de l'histoire de Deepox, c'était de viser à utiliser moins d'empreintes logicielles, moins de capacité de calcul pour réduire l'empreinte carbone. Donc, il y a 5-6 ans, on n'en parlait pas encore, mais on le voyait venir. Aujourd'hui, on sait très bien que dans les LLM, ChatGPT, etc., ça consomme beaucoup de capacité en data center. Mais quand vous passez du texte à l'image, là, vous multipliez le problème par plusieurs puissances de 10. Donc voilà, donc c'est important d'avoir des IA intelligentes comme les IA frugales. Alors, comment ça marche? Bah, c'est un logiciel qu'on installe chez vous, comme je disais, sur un PC standard avec un GPU de chez NVIDIA. C'est du Windows, c'est du Linux, les deux sont possibles.
On a 2 points d'intégration avec un système d'acquisition d'images que vous avez peut-être ou qu'on peut spécifier pour vous. Ça peut être des caméras optiques, des rayons X, du CT scan, voilà, du multivue, de la vidéo ou des images fixes. Et puis, on a un point d'intégration avec l'automate, le PLC sur différents protocoles pour avoir une sanction automatique. Et puis ensuite, l'automate décide de faire ce que vous voulez qu'il fasse, c'est-à-dire mettre la pièce au rebut ou l'envoyer vers un atelier où elle va être corrigée manuellement. Voilà, ce genre de choses. Les raisons pour lesquelles nos clients, généralement, choisissent Depop, on en voit 3. La première, c'est la performance, donc les capacités de détection qu'on peut tester facilement avec vos propres images. On peut vous faire une démonstration assez rapide. Et la vitesse d'entraînement en 30 minutes et la vitesse d'inférence en 15 millisecondes. Ça fait 60 images analysées à la seconde, avec un GPU assez modeste. Donc on peut encore monter si nécessaire. La facilité d'utilisation, donc déjà vous entraînez qu'avec des bonnes images, on a une interface utilisateur très intuitive, et puis sans connaissance d'IA. Donc ce sont les mêmes équipes qui vont utiliser le système, vous n'avez pas besoin de recruter de nouvelles personnes. Et enfin l'adaptabilité à différents types de produits et d'images. Donc moi, je vais parler un petit peu de Stellantis, hein, très brièvement. Donc on couvre un petit peu tous les segments de l'automobile. On va du grand public au premium en passant par le luxe aussi. On est avant-gardiste en matière d'électrification et de développement software. On est vraiment au premier plan de l'électrification des véhicules et le développement des solutions logicielles embarquées. On a une diversité humaine qui nous ouvre vers l'international. En fait, on a vraiment 165 nationalités, hein. Ça fait une diversification qui est assez exceptionnelle. Présent dans 30 pays, aussi bien au niveau activité industrielle, recherche et développement, logistique. Marché client à réparti sur plus de 130 pays, enfin 130 marchés, pardon, groupe hyper diversifié. On est dans l'un des groupes automobiles les plus diversifiés par les marques qu'on représente au niveau technologique, implantation. Et puis maintenant, ben, je vais parler un petit peu plus de Stellantis Charleville, hein. On dit que c'est la fonderie la plus moderne d'Europe. On est à Charleville depuis 1973. On a une expertise métallurgique très avancée. On produit environ à Charleville 200 000 pièces à la semaine, toutes pièces confondues, hein, de la plus simple à la plus complexe. On parle de PMP, donc PMP, procédé matière perdue, c'est ce pourquoi on a eu besoin de Deepoke, parce que c'est une pièce très complexe qui permet des géométries avec une grande précision. On est 2400 personnes aujourd'hui, hein. On fait partie des grands acteurs industriels du département. Le premier employeur privé des Ardennes, c'est Stellantis Charleville. Et je dis aussi qu'on a beaucoup de certifications sur le site, hein. On a l'ISO 9001 qui concerne la qualité, IATF 16949 qui est spécifique à l'automobile, hein, qui intègre l'ISO 9001. On est ISO 14001 pour l'environnement et ISO 45001 pour la santé et la sécurité. Donc on a vraiment une fonderie qui est hyper moderne, qui a également toutes les certifications possibles pour développer la qualité au niveau du site. Le cas d'usage pour nous, ça a été le carter du moteur électrique, carter MEL. Donc, c'est une pièce qui est en aluminium, qui assure la protection des composants internes du moteur. Ça va participer à la dissipation thermique, hein, donc il faut que ça soit une pièce qui soit au niveau sécurité du véhicule très fiable. Donc, ça fait partie du powertrain. Donc, le powertrain, c'est ce qui assure la conversion de l'énergie électrique en mouvement mécanique. Donc, il y a besoin que ça soit vraiment quelque chose de très précis. On est en sortie de fonderie, donc on est sur ce qu'on appelle de la zone finition chez nous, donc pièces en aluminium. Pour garantir la conformité vraiment qualité de cette pièce, toutes les pièces sont contrôlées unitairement par rayon X. Donc, le rayon X, hein, qui va nous permettre de regarder les défauts internes à la pièce.
Donc, défaut interne, on va pouvoir avoir de la porosité, soufflure, retassure, inclusion, des défauts qui sont propres vraiment à la fonderie, des défauts de fonderie. Tout ça, c'est hyper normé, hein. On a vraiment des normes à respecter avec des zonings particuliers, des points précis à certains endroits où il va falloir qu'on soit plus ou moins sensible. On a un temps de cycle de 50 secondes par pièce, hein, qui va nous permettre de prendre 11 vues. Donc ça fait un temps qui est quand même très limité par rapport au nombre de vues, hein. Donc faut vraiment diviser ces 50 secondes par ces 11 vues. On a une problématique, une grosse problématique qui est venue avec cette pièce. C'est parce que en fait, c'est la pièce aujourd'hui la plus complexe qu'on ait fait sur Charleville. Avec cette complexité, on a eu différents prestataires pour pouvoir solutionner tout ce contrôle d'aspect, enfin ce contrôle interne, pardon, au rayon X. Donc il a vraiment fallu qu'on regarde plein de choses, vraiment plein de choses. On a une société qui était sortie du lot à l'époque, hein, qui était fabricant de radios. Et malheureusement, après tous ces essais, on n'a jamais réussi à sortir une pièce en automatique. Aujourd'hui, ça ne nous permettait pas, enfin il y a 2 ans maintenant, hein, ça ne nous permettait pas de sortir une pièce en automatique. 2 années plus tard, hein, le constructeur a continué à vouloir essayer avec les différents essais qu'on a pu faire. On n'a jamais réussi à sortir une pièce pleinement en automatique, ce qui était quand même une catastrophe au niveau de Charleville. Donc ben, on a décidé de regarder un petit peu ailleurs, de regarder ce qui se faisait sur le marché, et puis ben, est apparue la société d'Hippoc, hein, qui a pu nous faire des premiers essais. Et puis je vais te laisser Gilles continuer pour te montrer un petit peu ces essais, en quoi ils consistaient et comment fonctionne la technologie aujourd'hui. Oui, alors le projet, donc, c'est de trouver une solution performante. Donc, c'est un projet qui a duré, oui, à peu près 2 ans. Stellantis a évalué différents types d'IA. C'était deuxième semestre 2022. Ensuite, Stellantis a fait plusieurs tests. Voilà, des tests de Deepak, hors ligne d'abord, c'est-à-dire on nous fournit des images et on fait tourner l'IA avec et on monte des résultats sur des volumes assez importants pour avoir des résultats statistiques significatifs. Donc, pour mesurer les taux de faux positifs, faux négatifs, etc., on ne peut pas faire ça sur 10 ou 50 images, hein. Enfin, il fallait des centaines d'images. On a déployé le premier système, donc notre produit qui s'appelle l'agent cognitif. On l'a déployé en juillet 2024. Puis trois autres, Stellantis a commandé trois autres systèmes en fin 2025. Enfin, non, fin 2024, début 2025. Ça a Ouais. été déployé en 2025. Et voilà, donc le système est en production depuis cette époque-là. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, d'améliorations, des nouvelles fonctionnalités. Puis on travaille sur d'autres types de contrôle de qualité chez Stellantis, dont du contrôle d'aspect, avec des caméras optiques, donc du contrôle le plus classique sans machine rayon X. Voilà un petit peu le timing de ce projet. Donc au niveau des résultats, donc on va parler de faux défauts. Donc le faux défaut, hein, c'est en fait on vient faire de la surqualité un petit peu. C'est-à-dire que une image qui normalement devrait être vue comme bonne, ben en fait elle sort mauvaise. Sur ce projet-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu mettre de l'humain à un moment donné, hein. Sur le projet d'origine, il n'y avait pas d'humain, ça devait être des pièces qui sortaient en automatique. Et il a fallu mettre de l'humain. Donc, on a redéveloppé des compétences de lecture de radio. Il a fallu recréer des radiologues, hein, au niveau de la production. Il a fallu recréer un petit peu des nouveaux métiers à l'intérieur pour pouvoir regarder chaque image. Donc, je parlais tout à l'heure de 50 secondes. Donc, en 50 secondes,
Il fallait que l'être humain soit capable de regarder une pièce et de voir des défauts. Donc ça a été vraiment très, très, très complexe, une période un petit peu complexe où ben, malheureusement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de pièces qui sortaient et qui étaient au final bonnes. Donc, les résultats, le taux de faux défauts, ben, une fois qu'on a pu mettre Dipoc en place, on a vu fortement baisser. Ensuite, la détection des défauts, la précision de la détection des défauts, hein, tout ce qui a été donc porosité, soufflure, retassure, on a pu voir des choses bah, qu'on ne voyait pas à l'œil, hein, qu'on n'était pas capable, hein. On va vraiment chercher du pixel, on va vraiment chercher de la très grande précision. Aujourd'hui, on parle aussi d'étiquetage, la classification des défauts. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours chez nous, qu'on est en train de finaliser vraiment pour vraiment trier un petit peu, dire bon ben voilà, tout ça c'est tel type de défaut, pour pouvoir après ben, travailler sur les têtes de Pareto, hein, suivant le type de défaut. On marque facilité pour extraire les résultats. Aujourd'hui, les résultats sortent en point CSV, c'est-à-dire c'est vraiment un tableur. On est capable d'extraire ces données-là et de travailler avec ben, un tableau Excel en gros. Et vraiment, c'est une grande satisfaction. Tout le monde peut avoir ces données-là. C'est quelque chose d'hyper simple, interface utilisateur facile à utiliser, très intuitive dans tous les domaines. Ça veut dire qu'en fait, on a possibilité de se connecter avec une session production où on a vraiment ben, juste le tableau de base et puis on va avoir la possibilité de se connecter en utilisateur un peu plus expérimenté où on va avoir le droit, nous, de toucher à des choses et où on a la main sur tout, comme a pu le préciser Gilles, hein, c'est vraiment, on a la main sur notre IA en fait. On sait modifier les réglages, on sait améliorer les zones, on sait, enfin voilà, il y a vraiment, c'est un logiciel qui est hyper intuitif, hyper simple. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus simple là-dessus. Donc, hein, ça, j'avais pu le préciser aussi, 100% de la production est testée. Ça veut dire que nous avons chaque carter qui est testé en fin de ligne. Voilà, donc en parlant de l'interface utilisateur, donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est ce que un opérateur peut voir s'il passe devant le système, voilà, pour voir si le système est en fonctionnement, hein. Mais bon, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir un opérateur tout le temps devant, mais bon, si quelqu'un vient, voilà, qu'il voit les dernières images, les dernières pièces qui passent dans le système, et puis si ce sont des images bonnes, mauvaises ou non analysées pour diverses raisons. Un autre exemple de l'image, c'est bon, pendant l'utilisation de l'IA, pendant que l'IA analyse des images, on peut revoir l'historique des images d'une minute, il y a une minute, une semaine, un mois, peu importe, tout est en parallèle. Et donc, on peut analyser le type de défaut, où se trouve le défaut, la carte de chaleur, pour voir un petit peu s'il y a des activations, si l'IA a trouvé des choses un petit peu bizarres dans d'autres zones de la pièce. Donc ça, typiquement, c'est fait par un technicien qualité, peut-être une fois par semaine. Il va regarder toutes les images qui ont été déclarées mauvaises et il va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une dérive? Est-ce qu'il y a plus de qualité qu'avant, moins de qualité? Est-ce que c'est corrélé avec un changement de matière première, un changement de process de fabrication? Ça, nous, on ne fournit pas. On fournit toutes les données, comme disait Éléonore, hein, tout est exportable facilement et il y a des outils pour étudier faire les études statistiques sur les résultats. Nous, on est juste là pour être le meilleur à détecter le défaut et à fournir tous les résultats et les métadonnées à Stellantis. Donc en fait, enfin, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, grâce au partenariat qu'on a pu créer avec Deepak, il y a plein de choses qui sont venues s'ajouter, hein. Contraste de l'image, luminosité, là, comme on peut voir en bas, c'est des choses qui n'étaient pas de base, hein. On a fait vraiment évoluer. Ça a été vraiment du donnant-donnant, hein. Enfin, moi, je le redis là-dessus, mais sur le bas de la diapositive, hein, vous voyez contraste de l'image, luminosité, afficher les défauts. Il y a plein de choses qui ont été recréées en partenariat avec Deepak
pour dire, bon, ben, écoutez, nous, on a besoin de cet indicateur en plus, on a besoin de ça. Là, pour faire du réglage d'image, ben, on a besoin de ça en plus. Ou ben, ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin. Donc, voilà. Donc, enfin, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été assez malléable. Le logiciel, les performances ne sont plus à donner, mais vraiment au niveau logiciel, la capacité de Deephook à répondre à notre besoin a été vraiment très présente. Donc là, le rétex pour nous, hein, donc c'est une nouvelle technologie, donc qui a nécessité un suivi complet des résultats. On a traité quand même plus de 1000 pièces pour pouvoir faire accepter ça. Alors 1000 pièces qui ont été traitées par l'IA, par un opérateur et aussi également par des experts radio, hein, qui sont dans le service laboratoire. Donc, il a fallu vraiment être super rigoureux sur la façon d'aborder toutes les choses. Il y a eu une nécessité d'évangéliser, pardon, les équipes, hein, au niveau management, production. Il a fallu vraiment faire adopter la solution, accompagner vraiment les équipes, autant au niveau management, hein, leur faire comprendre un petit peu les choses, et puis au niveau production, pour leur faire vraiment intégrer, démontrer la valeur ajoutée de l'outil et impliquer tout le monde pleinement, en fait. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'était un changement de paradigme, une nouvelle façon de faire. On est passé d'un contrôle principalement basé sur de l'expertise humaine à un contrôle assisté par la technologie. Donc vraiment, tout ça, c'était hyper important, qu'on ne travaillait plus comme avant, qu'il y avait de nouveaux outils avec des nouveaux réflexes. Tout ça, ça nous a fait créer des nouvelles compétences, hein. C'est pas parce que il y a quelque chose de nouveau qu'il faut dire bon bah c'est bon, ça marche tout seul. Non, on a créé de nouvelles compétences avec l'interprétation des résultats RX automatisés, la compréhension des modèles de détection, l'exploitation des données qualité pour le process. Enfin, tout ça, ça nous a vraiment créé de nouvelles compétences. Au niveau ROI, hein, j'ai vu une petite question ROI tout à l'heure. Donc, retour sur investissement chez nous. Donc, le retour sur investissement, il y a plusieurs gains concrets. Donc, réduction des faux défauts, des Oui, rebus. peut-être, Éléonore, je me permets Oui, juste de te couper, mais il oui, me semble que dis-moi. Gilles n'a pas une vue sur les questions. Donc C'est pas grave, peut-être, allez-y. ok, non, juste, donc pour rebondir, effectivement, Éléonore, il me semble que tu as déjà complété pas mal de réponses, mais il y a quelques questions dans le chat. Donc Michael, effectivement, qui pose la question de avez-vous chiffré le ROI du projet intégrant tous les coûts? Donc logiciel DeepWalk, formation des collaborateurs en usine, intégration au SI, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, hein, je ne vais pas répondre par des chiffres, je vais répondre par mon expérience, parce que je ne parlerai pas de chiffres aujourd'hui, mais ces chiffres, une entreprise comme Stellantis, vous imaginez bien que tout ça, avant même la conception d'un projet, il faut l'avoir en tête. On est obligé. Alors, même si c'était quelque chose de nouveau chez nous, ou il y a des coups où on peut se dire, il n'y a pas eu de coup caché en fait. Enfin, vraiment, on n'a pas eu de coup caché, ce qu'on pourrait appeler des coups cachés, hein, à se dire, bon ben ça, j'avais pas pensé à ça et il faut aller vers là-bas. On a vraiment, on a pu faire une réduction des effectifs. Aujourd'hui, on avait quand même sur une radio, on avait une personne qui regardait tous les jours des images, enfin c'était même trois personnes, hein. Nous on est une usine qui tourne H24, hein, qui tourne en 3/8. Donc tout ça, il a fallu quand même, et je reviens un petit peu, il a fallu un petit peu se dire, bon ben on va supprimer de l'humain, comment j'amène ça aussi, hein. Ça, faut jamais l'oublier, on a quand même supprimé des postes qui ne devaient pas être. Mais tout ça, il a fallu le mettre dans la tête de tout le monde. Mais donc, pour finir sur le ROI, on sécurise 100% de la production aussi aujourd'hui, hein. Tout ça, ça a son importance. On a amélioré la qualité, on a réduit les défauts significativement et le ROI chiffré, bien sûr que c'est quelque chose qu'on avait fait de base et qui est vraiment sur la ligne qu'on s'était fixée en fait. Je rajouterais côté Retex, il y a eu un contexte très favorable.
sur le projet Stellantis qui a facilité le projet. Le premier, c'est déjà une équipe innovation très performante, à la fois pour la mise en relation, donc pour identifier une start-up qu'ils avaient rencontrée avec un vrai besoin de terrain dans une usine. Donc là, ils ont été très bons là-dessus, ça c'était il y a longtemps, il y a 3 ans. Et puis aussi le passage de commande d'époque, très facile, très rapide. On travaillait avec une équipe au Brésil sur la commande d'époque pour Charleville et c'était conclu en même pas une semaine, quoi. Donc vraiment très efficace côté innovation. Deuxième point, c'est un projet qui est piloté par le terrain. Donc les gens qui font face aux problèmes qu'ils souhaitent résoudre, c'est eux qui pilotent le projet, donc Éléonore Philippot et son équipe. Et puis dernier point, beaucoup d'intérêt et beaucoup de suivi du management. Et ça aide un projet. C'est pas juste un petit stagiaire dans un coin où on lui a dit, tiens, fais un peu d'IA. Non, non. Le directeur d'usine était impliqué, des experts au siège étaient impliqués, au siège de Stellantis, et y compris un exec de Stellantis qui suit le projet depuis 2 ans et qui continue à le suivre. Donc ça, c'est important aussi d'avoir un management qui soutient l'initiative. Et puis, dernier slide, c'est le témoignage du patron de l'usine de Charleville, Stéphane Dubray. Il est sur notre site web, vous pouvez le relire. Comme il y a des questions, je pense qu'on va on va passer aux questions tout de suite. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup. Effectivement, donc vous avez commencé à répondre à une partie des questions, mais il y avait la deuxième partie par Michael. Envisagez-vous une extension du déploiement pour le contrôle qualité d'autres types de pièces? Alors oui, hein, c'est ce qu'on a pu dire tout à l'heure. On est déjà sur un projet contrôle d'aspect. Donc là, c'est des caméras, hein, de simples caméras qui vont pouvoir nous exploiter les images au niveau aspect. C'est juste le poste qui est avant la radio. On a démarré un petit peu à la fin pour revenir au fur et à mesure. Les projets sont vraiment très variés. Alors là, on démarre le contrôle d'aspect sur les couvercles de ces cartes Hermel. En fait, dans les 15 jours qui arrivent, le projet démarre. Donc, c'est quelque chose de nouveau aussi chez nous, le contrôle d'aspect qui s'est fait par l'humain jusqu'à présent, où on démarre d'ici 15 jours. La question suivante, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais comment les collaborateurs en usine ont-ils accueilli cette nouvelle approche s'appuyant sur l'IA de Deephook? Donc c'est ce que j'ai pu préciser, hein. En fait, il a fallu vraiment changer un petit peu l'état d'esprit de chacun. Certaines personnes ont pu dire, ah ben, en fait, vous nous volez un petit peu notre travail. Mais on l'a pas fait comme ça. On l'a pas amené comme ça. On l'a vraiment amené. On est une équipe. On va travailler tous ensemble. Les projets, il faut qu'ils fonctionnent chez nous. Mais vraiment. Ce côté humain, il est au moins aussi important que le côté technologique pour une réussite dans un projet, hein, qui soit de n'importe où. Euh, donc, on a eu besoin vraiment de changer un petit peu l'état d'esprit des gens en leur disant, bon ben voilà, ça va d'un côté, ok, te retirer quand même une charge de travail ou regarder des clichés toute la journée. Enfin, je sais pas si on peut avoir ça dans la tête, mais regardez, c'était usant pour les gens, c'était vraiment, c'était pas durable, c'était pas quelque chose de durable. Mhm. Et quand c'est une analyse rayon X, les gens qui doivent analyser les images, c'est quand même des gens qui ont un haut niveau d'expertise. Mais on a d'autres cas où il y a des contrôles qualité plus faciles, on va dire, et on se trouve avec des industriels qui font appel à des intérimaires, qui partent au bout de 4 mois, il faut les reformer. C'est un casse-tête parce que personne ne veut faire ça durablement, hein, de voir plusieurs milliers d'images par jour. Eh bien, une question de Christine cette fois-ci. Il y a donc eu des add-ons et la possibilité de customiser le logiciel. Il est donc ouvert pour ajouter du code? Point d'interrogation. Pas du tout. Le logiciel n'est pas du tout ouvert. Et les add-ons, comme tu disais, Marine, non, c'est collaborativement, on a identifié des fonctionnalités qui seraient très utiles à Stellantis, que nous, on a validé en se disant, oui, ça serait aussi utile à d'autres clients. Et donc, on a développé, qu'on a ajouté. C'est très important, je pense, de ne pas avoir de logiciel customisable, parce que sinon, il n'est pas maintenable du tout. Si vous prenez un soft que vous le faites vous-même, après, votre équipe IA qui vous a développé le soft, elle va partir, ils vont aller faire autre chose. Le soft ne sera pas du tout maintenable. Donc, vous allez dépenser déjà beaucoup d'argent parce que c'est un soft que pour vous. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher que de licencier un soft qui est utilisé par d'autres industriels.
et il va pas être maintenable, quoi. Donc il va disparaître de lui-même. À nouveau, une question de Michael. Quels sont les facteurs qui ont permis de passer du POC au déploiement terrain? Ben, ça, c'est juste, enfin, on va dire les résultats, hein, les résultats, les résultats, les résultats. En fait, on passe d'un POC à une vie série. C'est juste par les résultats, en regardant, en montrant, en démontrant, hein. Il a fallu par moment se battre un petit peu pour dire, bon ben voilà, là, ça y est, on y est. En fait, on n'avait pas de procédure, forcément. Une nouvelle technologie dit ben, pas de procédure spécifique. Comment on est capable de contrôler de l'IA aussi? Comment on est capable de se dire bon ben l'IA c'est bon, c'est quelque chose qui fonctionne. Il a fallu vraiment juste démontrer des résultats. Les résultats font toujours toute la différence, hein, à partir du moment où on est capable de démontrer que c'est quelque chose qui fonctionne derrière. Il n'y a aucun souci pour passer du POC à la vie série, hein. Et Stellantis avait des idées très claires sur ce qu'ils attendaient dès le début, hein, il y a 3 ans, en termes de résultats. Donc on savait très bien ce qu'ils voulaient. Et donc, on a travaillé pour atteindre ces résultats. Voilà. C'était pas un POC comme ça, parce que bon, il y a quelquefois des POC qui se font. Bon, il y a un budget POC, alors là, on va faire un POC pour s'occuper. Non, non, c'était très clairement avec un objectif technique et économique très clair, quoi. Alors là, c'est une question, je crois que c'est Geoffroy qui la pose. C'est quid de la souveraineté? Les données peuvent-elles être hébergées, et si ce n'est en France, du moins en Europe? Et Ah non, si mais oui, l'envisagez-vous? Et si oui, quel calendrier, en particulier pour les acteurs de la santé? alors nous, on est déjà, on est dans le contrôle de qualité visuelle dans l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, on fait automobile et aéro, et je pense qu'on va vivre encore de nombreuses années en restant dans ce secteur. On n'a pas besoin d'étendre à la santé. Ensuite, souveraineté des données. Ben, la souveraineté, ce sont les données de nos clients et elles ne viennent pas chez nous et elles restent chez le client. Tout tourne sur site et souvent des PC, hein, Éléonore pourra vous le dire, souvent des PC qui sont même pas, qui peuvent même pas être connectés. Enfin, l'ingénieur qualité qui est à 50 mètres du poste d'IPOC, il ne peut même pas se connecter au PC, hein. C'est des PC très isolés, très protégés pour des raisons de cybersécurité. Et donc, toutes les données restent là. Et donc, il n'y a aucun problème de protection des données dans un modèle comme ça. On a des contraintes aujourd'hui, hein, je reviens sur la cybersécurité, qui sont énormes, où vraiment on ne peut pas installer n'importe quoi, n'importe comment, et vraiment on a cet aspect bah, cybersécurité qu'on entend de plus en plus parler, et où voilà, hein, moi si je veux commencer à avoir des résultats, il faut que j'aille sur place pour regarder les résultats. De mon bureau, je ne peux pas encore regarder ces résultats-là. Enfin, on a des contraintes qui sont nécessaires, attention, hein, c'est des contraintes qui sont nécessaires pour que derrière on puisse ne pas être, ne pas avoir de faille, ne pas avoir de faille sur tout ce qui est cybersécurité. Hmm. Et on tourne sur le PC du client. On va spécifier certains aspects techniques du PC, en particulier le modèle de GPU, la taille de la RAM, la taille du SSD, des choses comme ça. Mais le PC est sourcé par le client et donc c'est un PC validé par son IT. Donc Stellantis, ils ont leur gamme de PC avec toutes leurs exigences en termes de cybersécurité. Donc on tourne sur leur PC. Voilà. C'est clair. Et une dernière question de la part de Quentin. Si c'était à refaire, vous changeriez quoi? Ben, nous, pas grand-chose, hein. Quand je dis pas grand-chose, c'est certains petits, sans doute, certains temps de contrôle qui ont été un petit peu trop, un petit peu trop longs à mon sens. Alors, quand je dis certains temps de contrôle, c'est certaines validations, chez nous qui ont été un petit peu trop longues. Mais en fait, elles étaient nécessaires. C'est-à-dire que c'était quand même quelque chose de nouveau. Faut jamais oublier quelque chose de nouveau, ben, demande un petit peu plus de temps à mettre en place. Mais je parle vraiment en interne, hein, rien à voir avec Deepoke, hein, c'est certaines, voilà, je prendrais certaines tangentes aujourd'hui que j'ai pas pu prendre à l'époque parce que ben, nouvelle technologie, nouvelle façon de faire, nouveau KPI, nouveau, enfin voilà, aujourd'hui.
Tout ça maintenant, c'est dans ma poche. C'est un retour d'expérience que j'ai, qui est déjà établi pour les cahiers des charges futurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu mon cahier des charges type qui a grandi avec ce projet, hein, d'Hippo, qui a reçu le cahier des charges, par exemple, pour le contrôle d'aspect. Aujourd'hui, il est en adéquation avec ces 2 ans de projet, de retour d'expérience de projet sur cette partie rayon X. Ok, super. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire maintenant. Merci à tous d'avoir posé ces questions qui sont très intéressantes. Et bien sûr, merci à Gilles et Léonore d'avoir partagé ce cas d'usage.